Nous sommes avec André Masson, qui est directeur de recherche émérite au CNRS. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Et ensemble, on va parler alors patrimoine, senior, financement des investissements d'avenir. Vous allez découvrir comment tous ces sujets-là sont cohérents. Déjà, tout d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter et puis présenter un petit peu le sujet qu'on va aborder? Directeur de recherche émérite au CNRS, donc je suis aussi, parce qu'en France, on a des multi-affiliations, directeur d'études émérite à l'École des hautes études en sciences sociales, et je suis membre de l'École d'économie de Paris, ce qui est ici, boulevard Jaune. Alors, on commence par où? Quand on parle de patrimoine, senior, financement des investissements, comment ça s'articule et pourquoi ce sujet en question? Alors, le sujet en question, c'est que nos sociétés ont besoin d'investissements d'avenir, surtout si on veut relancer la croissance après l'épisode du Covid. La croissance ne va pas redémarrer tout seul. Actuellement, les investissements se sont souvent arrêtés. Et donc, les investissements dont on a besoin, c'est les infrastructures, par exemple, à réparer ou à compléter. C'est les énergies bas carbone. C'est l'innovation, c'est la recherche et le développement. C'est donc tout ce qui concerne le climat. C'est aussi l'éducation, la formation des jeunes. C'est aussi le logement social pour les jeunes. Et j'en oublie certainement. Mais enfin, il y a toutes ces… Et ça coûte très, très cher. Alors, qui peut financer ça? Quand vous regardez la liste des candidats possibles, l'État directement n'en peut mais. Les investissements publics d'avenir par l'État, c'est faible. C'est 0,2% du PIB, du produit intérieur brut, compte tenu de la dépréciation du capital. Alors ensuite, vous avez les petites entreprises qu'on appelle les PME ou les très petites entreprises, petites et moyennes entreprises ou TPE, très petites entreprises, elles n'ont pas les moyens. Elles sont trop fragiles. Les grandes entreprises, en fait, ont d'autres choses en tête d'investissement stratégique, mais pas ces investissements pour le bien commun de nos sociétés. On ne va pas beaucoup se mettre là-dedans. L'étranger, en fait, 42% des investissements dans nos sociétés cotées viennent de l'étranger, mais ça diminue. Donc, si je passe sur la possibilité d'un emprunt public, est quand même permis par des conditions actuelles très avantageuses en raison de taux bas, taux d'intérêt bas. Et donc, le principal candidat, c'est l'épargne des ménages. Or, les Français épargnent beaucoup. Ils épargnent beaucoup, moins que les Allemands, mais ils épargnent quand même beaucoup. Donc là, il y a une masse d'épargne énorme. Et en immobilier, malheureusement, peut-être trop en immobilier et pas assez en financier. Et surtout, c'est mal réparti puisque c'est les seniors qui épargnent le plus. Alors, si on passe directement des flux d'épargne au stock de patrimoine, en fait, la règle qu'on a, je ne sais pas si on avait parlé la dernière fois, je ne sais pas, c'est la règle des 3 fois 60. C'est-à-dire que les seniors, 60 ans et plus, possèdent 60% du patrimoine immobilier, mais aussi, le global des ménages, mais aussi 60% du patrimoine financier. D'accord. Donc, ces seniors-là ont donc… c'est difficile de demander aux jeunes, sauf à certains d'entre eux, qui vont peut-être faire ça même par jeu et tout, d'investir en bourse, dans des investissements de long terme, etc. Mais c'est eux qui détiennent le… On ne peut pas demander aux jeunes d'investir beaucoup les investissements d'avenir. Or, non seulement c'est donc parce que en fait, ces jeunes sont accaparés, omnibulés par l'acquisition de la propriété, apport personnel, remboursement d'emprunt, avec, même si les taux d'intérêt sont bas, les remboursements d'emprunt sont lourds et longs. Le jeune, en fait, il sort des remboursements d'emprunt vers 50, 55 ans. Lui, vraiment un jeune, même s'il est beaucoup plus jeune que moi. Et donc, la deuxième caractéristique, c'est que ces seniors n'investissent pas dans les investissements longs et risqués, en particulier au plan financier. Ils n'prennent pas de risque. C'est donc une réserve de valeur, l'épargne, et donc, en fait, ils investissent dans les quasi-liquidités, l'assurance vie, la plupart du temps en fonds en euros. Alors, dans la situation actuelle, ces placements sont pour la plupart, mais ça je l'avais déjà dit, difficilement convertibles en investissements longs et risqués, qui sont effectivement les investissements d'avenir, où le rendement n'est qu'à long terme, etc.
Et même si on peut essayer d'éviter Eurotunnel, par exemple, c'est un investissement long et risqué, mais qui a mal tourné pour les actionnaires. Donc, on peut penser que l'État peut faire quelque chose. Mais de toute façon, ce sera des investissements longs et risqués. Ça, les seniors ne le font pas. Ils ne possèdent pas plus de valeur mobilière ou d'actions que les autres, alors qu'ils ont un revenu assuré. Les seniors ne le font pas. À quel niveau ils ne le font pas? À quel moment ils décident de ne pas faire ces investissements? On comprenne bien. Eh bien, ils auraient du temps pour gérer un portefeuille d'actions. Ils ont des revenus assurés. Ils ont beaucoup moins de dépenses contractuelles, genre éducation des enfants, coûts professionnels, etc. Donc, ils seraient vraiment parfaits pour les investissements de long terme, mais pratiquement, ils ne le font pas. Pourquoi? Parce qu'ils préfèrent thésauriser au sens large. C'est-à-dire, motifs de précaution, en particulier par rapport au risque de dépendance, de perte d'autonomie, et puis la joie de posséder, quoi, tranquillement et tout. Donc, ce qu'on appelle en anglais joy of having, c'est-à-dire que, en particulier quand on commence à devenir fragile, le patrimoine, au-delà même de la précaution, c'est une sécurité, c'est un statut social, etc. Et puis ils sont contents parce que pour la plupart, en fait, ils peuvent se raconter, d'ailleurs, c'est pas forcément faux, que ça ira à leurs enfants. Donc, tout est bien qui finit bien. Et donc, ils ne vont pas investir. Alors, pourquoi ils n'investissent pas dans le long terme? Parce qu'ils ont une aversion pour le risque sans doute plus élevé. Et parce que de toute façon, ils n'ont plus un capital humain solide sur lequel s'appuyer. Par exemple, ils ne peuvent plus non plus emprunter. Imaginez que je sois jeune et que je me lance dans les actions et que mes actions tournent mal. Eh ben, je peux décider de travailler plus longtemps pour compenser. Et puis donc, je peux aussi emprunter. Sachant que je peux me retourner en cas de mauvais rendement de mes placements, je prends plus de risques exemptés. Je sais que je peux. Bon, le senior relativement âgé n'a plus ces moyens-là. Le patrimoine, c'est plutôt un substitut à un capital humain qui commence un peu à flancher, effectivement. Et donc, c'est important pour lui, mais il ne faut pas que ce soit investi dans des actifs risqués qui risquent de mal tourner. Deuxièmement, si on veut des investissements longs, il y a un problème. Le senior qui a 80 ans, on ne voit pas investir à long terme normalement. Ça, c'est évidemment. Donc, c'est ces problèmes-là qu'il faut régler. D'accord? Ce qu'on peut voir aussi, si vous ne me posez pas de questions, c'est que ce phénomène est durable. C'est-à-dire que les seniors de demain vont se comporter comme les seniors d'aujourd'hui. Alors, ce phénomène, je l'appelle, pour faire court, la crispation patrimoniale des seniors, parce que les seniors de demain vont se trouver dans la même situation que je vous décris. C'est donc un phénomène qui devient structurel. D'accord. Il n'y a pas de phénomène de génération avec une génération qui serait plus enclin à prendre des risques. Non, non. Et puis surtout, les seniors sont arrivés comme ça à une concentration du patrimoine dans leurs mains. Alors, c'est des tas de choses. Hein. C'est 80, c'est l'arrêt de l'inflation, c'est aussi les plus-values immobilières, en particulier dans les années 2000 en France, mais aussi un bon comportement de la bourse. Et surtout, vous avez une grande inertie du patrimoine. Le patrimoine qui a été accumulé pendant les 30 glorieuses, quand ça marchait bien, eh bien, il se transmet par l'héritage ou la donation aux enfants. Donc, si vous voulez, le passé est toujours là. Et c'est les seniors qui ont finalement récupéré. Ce n'est pas des coupables, etc. C'est qu'ils ont hérité des 30 glorieuses. Et après, lorsque l'inflation s'est arrêtée, donc ils n'ont plus, dans la période d'avant, comme l'inflation était forte avant dans les 30 glorieuses, ils ont pu emprunter parce qu'ils remboursaient en monnaie de singe. Si vous voulez, je vais vous donner un seul exemple. En 59, le crédit foncier proposait des taux d'emprunt à 3%, 2,9. Les fonciers, donc, c'était des prêts avantagés. Actuellement, c'est énorme. On peut faire beaucoup mieux. Mais l'inflation était de 10%. Donc, taux d'intérêt réel de l'emprunt, moins 7%. Donc, il fallait absolument, au lieu d'acheter une seule maison à 100, acheter 4 maisons à 25 et emprunter. Parce que petit à petit, on remboursait en monnaie de 5. Alors, tout ça, c'est fini. Mais ce qui a été accumulé par le passé, avec les plus-values d'actifs à partir du tournant libéral des années 80,
Ça a continué. En particulier, les 2 tiers de l'augmentation du patrimoine est due aux plus-values immobilières et pas à l'augmentation de l'épargne immobilière. C'est des plus-values immobilières qu'on fait la chose. Donc, il se trouve à la tête de tout ce patrimoine. Et maintenant, pourquoi ça va se reproduire? Eh bien, en particulier parce qu'on hérite tard. On hérite tard, surtout en pleine propriété du logement. C'est-à-dire que depuis 2007 au moins, le conjoint survivant est un héritier à part entière qui ne paye pas de droits. Donc, vous êtes les enfants, votre père meurt, dans 80% des cas, c'est l'homme qui meurt le premier, mais votre mère a toujours une partie de la propriété, soit en propriété, soit en usufruit, etc. Donc, il faut que vous attendiez, il faut que vous attendiez le décès de votre mère pour hériter en pleine propriété, avoir vraiment la disposition des biens, la disponibilité des biens. Autrement, vous avez une part de nue propriété, une part d'usufruit, mais ça, vous ne pouvez rien faire. Par exemple, vous pouvez posséder le logement de votre mère, mais votre mère est dedans, vous ne pouvez rien en faire. Bon. Et donc, à ce moment-là, on hérite souvent à 60 ans, à près de 60 ans. C'est-à-dire, en gros, on devient riche souvent en France en devenant vieux, c'est-à-dire senior. C'est une espèce d'autoreproduction, alors j'exagère un peu, mais pas tant que ça, qui fait qu'il faut attendre 60 ans pour avoir de l'argent. Donc, c'est comme ça que ça se reproduit. D'accord. Alors, c'est vrai aussi dans les autres pays européens, mais la France est particulière, en particulier depuis que le conjoint survivant est héritier. Il n'y a même plus besoin de donation au conjoint survivant. Le conjoint survivant est héritier, on le protège par la loi, et donc les enfants peuvent avoir la pleine propriété qu'au deuxième décès. Et donc Les parents. encore plus tard. Oui. Voilà, et donc on devient, donc c'est ça. Et si vous voulez, comme le patrimoine est aux mains des seniors, etc., donc ce qui va chaque année passer en transmission, ben, ça n'a pas très bien élevé, puisque c'est le patrimoine des plus âgés. Et en fait, donc, l'héritage est de plus en plus tardif, mais de plus en plus important. C'est-à-dire que, en fait, il faisait dans les années 80 8,5% du revenu disponible des ménages. Maintenant, il fait 20%. Demain, il risque de faire encore plus, puisque on va arriver dans les âges de décès, des générations nombreuses du baby-boom qui ont beaucoup de patrimoine. Donc, ça risque d'augmenter encore. Et actuellement, on est à près de 300 milliards par an. D'accord. C'est un héritage de nation. Alors, évidemment, certains payent des droits, mais ce n'est pas très élevé. Mais voilà, voilà, on se situe maintenant. Et donc, les jeunes, finalement, pourront investir dans les placements longs assez tard, une fois qu'ils ont fait l'acquisition de l'immobilier. D'où l'idée serait donc, indépendamment de ce que je vous avais proposé la dernière fois, c'est-à-dire qu'il y a une mutualisation du financement de l'assurance perte d'autonomie au sein des retraités. Donc là, j'invite à ceux qui nous écoutent de regarder l'autre vidéo sur Voilà, le là, portail c'est où la vous parlez suite. du financement de la dépendance. Voilà, c'est la suite, c'est-à-dire comment faire que l'épargne abondante des seniors ne soit pas inerte et stérile, mais sert au financement de l'économie. Surtout que là, j'ai été trop vite. On pourrait concevoir que l'intermédiation financière fasse son boulot. Donc, vous leur donnez des actifs liquides, court terme, assez sûrs, et ils transforment en investissement de long terme risqué. L'intermédiation financière ne le fait pas. Actuellement, elle est trop court-termiste, elle ne le fait pas. Ce qui explique d'ailleurs les taux d'intérêt bas. Taux d'intérêt bas, c'est que les gens n'investissent pas. Si les gens voulaient investir, les taux d'intérêt monteraient. Là, ils ne montent pas parce qu'il y a une énorme épargne qui cherche à s'investir. Et l'emprunteur qui veut investir, c'est lui le roi parce qu'ils sont plus nombreux. Donc, le prix joue contre l'épargnant en faveur de l'investisseur, parce qu'il y a peu d'investisseurs. Donc, l'idée, c'est comment faire pour que ces seniors investissent plus dans le long terme. Alors, l'idée étant que dans ces investissements d'avenir sont vraiment générateurs de croissance. C'est ça qu'on veut. Hein, on le voit bien maintenant, on a raté le vaccin contre la Covid, mais en particulier, pas seulement, il y a des tas d'aléas, parce qu'on n'avait pas mis le paquet. Hein, on n'est pas assez financé. La recherche française, c'est 2,2% du PIB. En Allemagne, c'est 3%. En Corée du Sud, c'est 4%. Donc, on n'investit pas dans l'avenir. C'est ça qui pose problème.
Donc, quand on laisse des dettes à ses enfants, la dette Covid, on dit c'est monstrueux, la dette française, etc. Mais c'est surtout à quoi elle sert. Si elle sert à maintenir les gens à flot, c'est très bien. Mais comment pourra-t-on rembourser plus tard si on n'investit pas dans l'avenir? Bon, évidemment, si on investit dans l'avenir, il y a de la croissance. Ben, la dette va voir son poids diminuer puisqu'elle reste de montant donné, pendant que le dénominateur, qui est le produit intérieur brut, va augmenter. Donc, elle va être de plus en plus légère, à condition qu'il y ait croissance. Donc, voilà, on en est. Alors, cette situation-là, je vais rapidement, avant de voir comment on va faire, elle est mauvaise, cette situation patrimoniale, elle est bloquée. Si vous n'avez pas un levier puissant pour changer le comportement des seniors, elle est bloquée, puisque, en termes d'égalité des chances, il va y avoir d'énormes écarts entre héritiers et non-héritiers. Alors, la réussite, justement, maintenant dépend à la limite du travail et de plus en plus du patrimoine reçu. Elle est mauvaise pour les équilibres des rapports entre générations. J'ai l'impression au niveau patrimonial qu'on a une espèce de gérontocratie. Elle est donc mauvaise pour le financement de la croissance économique. Oui, donc en Comme fait, elle est, donc des générations plus âgées, plus riches que les plus jeunes générations, et ensuite par les héritages, ceux qui ceux qui ont des parents fortunés, ils héritent de hérite, l'héritage, et ceux, donc en fait après il va y avoir une, voilà. une grande variété de situations dans les jeunes générations. Voilà, donc il y a une inégalité entre générations aussi, et surtout même au sein des générations. Voilà. Et donc, ce qui était au départ, c'est la question que je me posais avant, un effet de génération lié aux 30 glorieuses, au tournant libéral des années 80, aux plus-values d'actifs dans les années 2000 et tout, c'était la génération qu'on avait bénéficié, son senior actuellement, va devenir un effet d'âge. Puisqu'en fait, les seniors de demain vont être dans la même position et avec le même comportement que les seniors d'aujourd'hui. Donc, si c'était quelque chose de temporaire, bon, vite, c'est un mauvais moment à passer, même si ça dure 20 ans, mais là, ça devient structurel. Donc, il faut donner, faire quelque chose. Alors, vous avez deux voies possibles. La première voie, c'est redistribuer. Donc, ça devient de plus en plus à la mode maintenant, et ça a surtout été développé par Thomas Piketty. Vous faites un impôt sur la fortune, comme il y avait avant. Alors, ça, c'est. L'impôt sur la fortune, en fait, il résout il a tendance à résoudre la différence entre les générations et dans les générations. Alors, oui, bien sûr, parce que d'abord, non seulement il y a des inégalités donc, entre ceux qui reçoivent l'héritage, mais il y a des inégalités de patrimoine très fortes entre seniors. Il y a vraiment des divergences dans les trajectoires patrimoniales. Les seniorisés continuent d'accumuler même pendant la retraite, et les autres, ça plonge, quoi. Ils consomment vraiment le patrimoine, surtout avec pas grand-chose. Et puis, si vous voulez, dans les seniors riches, génération en génération sont de plus en plus riches. Dans les seniors, dans les autres, de génération en génération, à la limite, il y a un déclin. Donc, vous avez, si vous voulez, donc des trajectoires mais en longitudinale même assez impressionnantes. C'est plus récent ce phénomène, mais enfin, il date de la fin des années 2000, quoi, vers 2010, on a vu arriver cette chose. Alors, si vous faites un impôt sur le patrimoine, à la limite, c'est assez difficile de le faire selon l'âge. Ça peut être considéré comme anticonstitutionnel, il y a une discrimination. Donc, vous faites un impôt sur la fortune comme il y avait avant. Puis, ce qui se passe, c'est plutôt des seniors qui vont le payer. C'est un peu gênant parce que vous avez aussi taxé les jeunes pousses, les startups, les jeunes qui investissent et tout ça. Peut-être pas ce qu'on voulait, mais globalement, c'est un peu ce que faisait l'ISF, ça va plutôt toucher les rentiers, puisque le patrimoine productif était exonéré. Donc, c'est ça qu'on faisait. Ça rapporte pas beaucoup, hein. L'ISF, ça rapportait 5 milliards par an, c'est tout. C'était pas négligeable. Alors, Piketty voulait monter à 100 milliards, lui, avec tout à fait autre chose. Mais il faut voir ce qu'il a en tête. On peut vouloir faire ça. Et ce qu'il a en tête, c'est rendre la propriété plus sociale et plus temporaire, plus comme ça, ou entre individus, et pour dépasser le capitalisme. C'est le mot exact qu'il a dans son livre de 2019, Capital et idéologie. Donc, on peut être pour ça, mais c'est révolutionnaire. C'est révolutionnaire. Si on ne veut pas. Si je comprends bien, ça veut dire une perte du patrimoine au bout d'un moment. Pour la Une famille. perte. C'est une perte du patrimoine pour la famille au bout d'un moment. Oui, parce qu'en fait, ce qu'il veut faire, c'est qu'il fait. On ne va pas rentrer dans les détails, mais en fait, il fait un énorme impôt sur la fortune. Et les fruits de cet impôt, il décide, il le transforme en une dotation en capital pour tout jeune à 25 ans. D'accord. Une dotation en capital qui n'est pas négligeable du tout. Donc, c'est une espèce de mutualisation de l'héritage.
La propriété serait plus sociale, mais ça, on va passer. Parce que dans les conseils d'administration des firmes, qui veut qu'il y ait de plus en plus de salariés, etc., que ce soit à l'allemande ou à la suédoise et pas à l'américaine. Donc, d'ailleurs, il y a des choses tout à fait intéressantes, c'est pas le problème. Mais l'autre voie, moi, consiste à inciter les seniors à changer de comportement. Et donc, ça n'empêche pas d'ailleurs qu'on fasse un impôt sur la fortune pour les grosses fortunes. Je vous rappelle que c'était dans les programmes de candidats démocrates aux États-Unis. Mais pour des inégalités patrimoniales beaucoup plus fortes. Le 1% les plus riches en France possède 25% du total. Aux États-Unis, le 1% le plus riche possède un tiers. Et c'est dans les programmes d'Elizabeth Warren ou de Bernie Sanders. Mais ils voulaient à partir des grosses fortunes. Le seuil d'imposition qu'ils avaient, on est un peu effaré parce qu'évidemment, il y a beaucoup plus de grosses fortunes aux États-Unis, donc ça touchait plus de monde. Mais si on appliquait l'équivalent en euros en France, ce serait trop élevé. Parce qu'il y a beaucoup de riches aux États-Unis. Peut-être moins par héritage, mais il y a beaucoup de riches aux États-Unis. Bon, si on ne fait pas ça, il faut faire une incitation. Alors, l'incitation possible, c'est il faut une carotte et un bâton, pardon, et une carotte. Un bâton et une carotte. La plupart des incitations qu'on donne, il manque une des deux. Par exemple, on a supprimé l'ISF pour le remplacer par les filles. On a dit aux gens qui payaient l'ISF, ben, soyez gentils, les sommes qu'on vous laisse, faites quelque chose avec. Bien fait. Il y avait une carotte, mais pas de bâton. Ça ne marche pas. La position de Thomas Piketty, par exemple, je peux prendre lui, mais il y en a d'autres, hein, de taxer les fortunes pour éviter justement la perpétuation des fortunes dans les mêmes mains et puis le contrôle de l'économie dans les mêmes mains, c'est tout à fait viable, mais c'est qu'un bâton. Donc moi, je propose bâton et carotte. Donc voilà le menu. Alors le bâton, c'est quoi? C'est une hausse sélective des droits de succession. C'est-à-dire que je déciderais que les héritages en ligne directe qui vont aux enfants paieraient des droits beaucoup plus élevés. Aux enfants, pas ceux qui vont aux neveux ou à des étrangers, mais ceux qui vont aux enfants paieraient des droits beaucoup plus élevés en changeant le minimum, parce qu'il y a beaucoup de propositions de réforme dans les droits de succession, mais qui reviennent sur le code civil, encore une révolution, etc. On ne tient plus compte des liens de parenté entre parents et enfants ou parents et neveux, c'est pareil. Enfin bon, ça va pas. Donc, en fait, donc là, moi, je ne change rien. Je ne change même pas le seuil d'exemption. Donc, en fait, c'est une hausse des frais de succession. Les droits de succession. Les droits de succession entre parents et enfants. Parents et enfants, ben, c'est cela qui compte. Ils sont actuellement assez faits. Je ne change rien à la franchise. Hein. C'est 100 000 € par parent et par enfant. Mais après, vous avez en France, je ne sais pas si vous le savez ou si les auditeurs le savent, vous avez, au-delà du seuil d'exemption, 7 taux de 5% à 45%. D'accord. Dans une tranche, vous payez 5%, c'est la tranche suivante, c'est 10% au taux marginal. Et puis, au-delà de 1,8 million €, vous payez 45%. Et il y a des réformes qui ont été proposées qui voulaient bouger un petit peu les tranches, changer ceci, faire 7% plutôt que 5%. On n'y comprend strictement rien. Donc, moi, au-delà du seuil, par exemple, j'applique que 2 taux. Il faut appliquer peu de taux. Donc, 30% jusqu'à un certain montant et 60% après. D'accord. 60%, c'est ce que paye en général sans franchise un étranger à la famille. D'accord. Si je n'ai pas d'enfant et tout, que je veux léguer à vous, vous ne toucherez que 40%. D'accord. Si vous êtes mon neveu, vous ne toucherez 45% seulement. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le mur successoral chez les sociologues, c'est-à-dire dès qu'on est en dehors de la ligne directe, bien, les droits sont élevés. Bon. Alors, je fais cette histoire-là. Il faut un récit bien étayé parce que les droits de succession sont extrêmement impopulaires actuellement. Extrêmement impopulaires. Si vous prenez une douzaine d'impôts, dont l'impôt sur le revenu, la CSG, l'impôt sur le capital, la redevance télé
et les droits de succession, douzaine d'impôts. Les droits de succession terminent dernier actuellement. Derrière la redevance télé. Donc, si vous voulez, il faut vraiment… On estime que le patrimoine est acquis. Voilà, mais si vous voulez, ce n'était pas vrai avant. Dans les années 60-70, où d'ailleurs le poids de l'héritage était plus faible, les droits de succession étaient beaucoup mieux tolérés. Paradoxalement, c'est quand ça va rapporter, les Français ne veulent plus donner en disant je me suis sacrifié toute ma vie pour mes enfants, ce n'est pas le moment où je vais leur donner, que, etc., etc. Donc, il faut vraiment, une carotte derrière pour éviter ces droits de succession. Donc, on va imposer ça, mettons 30% plus 60% de taux marginal d'imposition, mais après, on va leur donner les moyens d'éviter. On ne change rien aux autres taux payés par les donations pourvu qu'elles soient pleines et entières. Qu'est-ce que c'est qu'une donation pleine et entière? C'est vraiment l'aliénation du bien. C'est pas avec réserve d'usufruit, tout ça, etc. Si vous faites des dons caritatifs, on la limite, on encourage, etc., etc. Mais c'est juste pour les héritages. En gros, l'idée, c'est de ne plus viser à être le plus riche du cimetière, hein, pour les enfants. Et donc, derrière la carotte, alors cette innovation financière, on va proposer des placements financiers de long terme qui seront largement exempts de droits de succession. Ce sera d'autant plus intéressant qu'il y aura une surtaxe successorale. Ouais, donc en fait, on aura le choix. Enfin, si je devine, on aura le choix entre payer des droits de succession, rester dans le schéma classique, enfin, le schéma avec voilà. taux, ou alors, pour éviter ça, ou éviter de trop payer, d'aller dans les investissements. On pourra donner sa fortune ou consommer son patrimoine, on peut aussi faire ça. Mais disons voir si on veut vraiment que le patrimoine reste garder son patrimoine et tout, il faudra investir dans les actifs de long terme. Qui servent donc dans des fonds dédiés, gérés par des investisseurs de long terme, des produits investissement social responsable, critères ESG, environnement social, gouvernance, etc., qui servent dans les biens communs de nos sociétés à long terme. Et dont les rendements, d'ailleurs, au départ, sont relativement faibles, ils sont moins sur le long terme. Alors, le problème, évidemment, c'est que la personne âgée de 85 ans, ça ne va pas. Donc, l'idée, c'est que pour que ça marche, il faut imposer une durée de détention d'au moins 25 ans. Non, ça va. Donc, ce serait des placements transgénérationnels. D'accord. C'est-à-dire qu'il faudrait 25 ans entre les parents et les enfants. Donc, si le père l'acquiert à 60 ans et qu'il est encore là à 85 ans, très bien. Il l'acquiert à 75 ans et qu'il meurt au bout de 15 ans, si le fils ne veut pas payer ou la fille ne veut pas payer de droit, il faut qu'elle attende 10 ans. D'accord, oui, donc en fait, ouais, soit elle récupère ce qu'elle veut récupérer, les héritiers récupèrent ce qu'il a récupéré, là, ils payent les droits de succession, soit ils attendent un peu plus longtemps. Voilà. Alors, du coup, si vous voulez, quand vous avez des placements à 25 ans, évidemment, là, l'État peut faire des choses avec, investir et tout. Si vous voulez, vous avez actuellement en France un produit qui a des avantages énormes en termes de facilité de transmission et d'impôt sur les transmissions, c'est l'assurance vie. Mais elle est à 8 ans. L'assurance vie vous permet de donner, d'ailleurs, en dehors de la famille. Je peux prendre une assurance vie, comme le capital est supposé aliéner ces techniques, je peux la donner à vous. Elle sort de la succession. Il y a des histoires, mais là, ce serait sans doute trop long, du détournement justement de l'assurance vie. C'est une soupape à la liberté de tester, puisque je ne peux pas faire ce que je veux de mon patrimoine. Si j'ai 2 enfants, mais chaque enfant va toucher au moins un tiers, je n'ai qu'un tiers de quotité disponible où je peux faire ce que je veux par testament. Et si je fais rien, chaque enfant touche la moitié. Si j'ai tout compris, en fait, il y aurait un âge où ça serait optimal en fait pour les enfants que les seniors souscrivent. Il faudrait que les seniors attendent les jeunes seniors attendent qu'ils aient touché l'héritage de leurs parents, Oui. pouvoir souscrire à votre système. De façon à ce que les 25 ans, en fait, les enfants, voilà, et à ce moment-là, arrivent vers 25 ans et ils touchent le… Et donc, ça y est, il reste bloqué dans ces fonds dédiés, donc gérés par des investisseurs de long terme, etc. Et puis, au bout de 25 ans, ils peuvent récupérer leur billet. D'accord, c'est ça. Pour le moment, on peut leur garantir un minimum de rendement, il ne s'agit pas de faire Eurotunnel, mais disons voir que c'est des placements véritablement avantageux pour la famille, parce que ce n'est pas amputé par les droits de succession.
Oui, Ça là, donne sens que si les droits de succession sont plus élevés. oui, on pourrait parler d'investissement transgénérationnel. Oui, C'est ça. moi je parle de placement transgénérationnel, c'est ça. Donc, ça suppose donc, vous voyez, une innovation financière des marchés financiers qui proposent ce type de produits, avec donc ces produits donc, sont préaffectés dans les fonds dédiés, etc. On pourrait aussi concevoir, d'ailleurs, qu'ils ne soient pas affectés dans les fonds dédiés, mais qui doivent être détenus 25 ans. À ce moment-là, n'importe quel assureur vie ou investisseur professionnel vous dira que s'il est sûr que le produit est détenu 25 ans, alors là, il peut vraiment investir en action, même avec un capital garanti au bout d'un certain nombre d'années. Mais bon, avec la surabondance d'épargne qu'on a, ça c'est plutôt Patrick Artus qui le dit, si l'épargne intermédiaire se met dans les actions à haute dose, il risque d'avoir des bulles financières. Et ça, les bulles financières, c'est pas bon. Et de toute façon, le plus urgent, on le voit, c'est ces investissements d'avenir. À la limite, au niveau européen, un exemple, c'était le plan Juncker, qui servait justement à ces financements d'infrastructures ou autres, de productivité de long terme, etc. Bon, et qui a eu pas mal de succès, mais il faudrait le faire à plus large échelle. La question que j'ai là qui me vient à l'esprit, c'est comment est-ce qu'on passe du système existant à votre système? Parce que le passage, enfin, si on dit voilà, le nouveau système est appliqué, je sais pas, en 2023, il va y avoir plein de donations en 2022. C'est possible, mais ça va plutôt dans le bon sens. Ça fait circuler le patrimoine plus rapidement. D'accord. Voilà. Si vous voulez un exemple de ça, c'est que lorsque Mitterrand est arrivé au pouvoir en 81, il y a eu juste avant beaucoup de donations pour éviter de payer l'impôt sur la fortune. Et là, c'est pareil. Là, c'est pareil. Sauf que il n'y aura pas forcément beaucoup de donations avant, puisque je ne taxe que les héritages. Donc, les gens, même si en Oui, 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 d'accord. 2023 Oui, ça arrive, oui, oui, ils oui, peuvent oui, faire des donations en 2025 encore. oui, 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 donation, oui, oui, bien sûr. Ils peuvent continuer à en faire, ils peuvent consommer leur patrimoine s'ils veulent, ils peuvent. Bon, voilà. Ce qu'il y a Ouais, normalement, c'est qu'ils ont une assurance dépendance qui marche. Bon, voilà, ils font ce qu'ils veulent. Et alors, c'est gagnant-gagnant parce que ceux qui font rien, vous avez une augmentation de recettes. Et ceux qui font rien, vous leur prélevez au moment de l'héritage. en fait, Et votre donc, ça, pour système, le. en fait, votre système, les bénéficiaires, bon, à part les investissements d'avenir, mais les bénéficiaires de votre système, c'est les petits-enfants ou les enfants, les C'est petits-enfants. les enfants. Après, on peut voir, on peut prévoir des choses pour les petits-enfants, mais c'est les enfants déjà. C'est les enfants. Oui, je vois ce que vous dites, les petits-enfants, parce que l'enfant va être Voilà, bloqué un temps. c'est ça. Donc, d'accord. Mais en fait, ça va. Alors, si vous voulez, oui, il faut regarder ça d'un peu plus près. Il y a des gens qui vont rien faire. Et donc, vous récoltez des recettes supplémentaires. Ça ne change rien. Bon. Et à ce moment-là, vous pouvez préaffecter ces recettes à des programmes à destination des jeunes dans la difficulté ou autre chose, si vous voulez. Vous pouvez se servir de ces recettes, les préaffecter pour des programmes à destination des jeunes. Alors, on peut discuter si c'est une dotation universelle en capital ou si c'est vraiment des choses qui vont aux jeunes en difficulté. Vous voyez. Donc, vous pouvez faire ça. Et puis pour les autres, ils vont dans votre sens, puisque ils vont peut-être donner et consommer, mais surtout, ils vont investir à long terme. Donc, vous êtes gagnant-gagnant. Alors, vous voyez ce qui se passe euh, par rapport à une augmentation standard des droits de succession. Parce qu'à la limite, on pourrait décider ça, augmenter les droits de succession pour tout le monde. Hop, je change les taux, puis voilà. Ça va être très impopulaire. Et puis, ça ne résoudra pas du tout le problème de la situation patrimoniale dans laquelle on est. Ce n'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est que les gens investissent à long terme et que les gens fassent des donations ou autre chose, éviter les plus riches du cimetière. Donc, ce Oui, n'est pas oui, ça qu'on veut. oui, mais ce qu'on veut, c'est éviter de faire descendre l'argent directement dans les générations. Ce que vous avez bien compris, c'est de le rediriger vers les investissements. Mais même, il est évident que, comme je désincite à l'héritage, je vais inciter à la donation. Bon, ben Oui, ça, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Je fais tout à la fois, c'est bien. Si vous voulez, ce qu'on veut faire maintenant, souvent, c'est diminuer les impôts des donations pour faciliter la donation. Ça, c'est très mauvais. Il va y avoir des effets d'aubaine. Il va y avoir une augmentation des inégalités entre ceux qui peuvent donner et ceux qui ne peuvent pas donner. Et il y aura moins de recettes. C'est tout faux, ça. Donc, ce n'est pas ça. Il faut inciter fortement à la donation. Il faut inciter fortement à la donation par la désincitation à l'héritage. C'est d'accord. beaucoup plus puissant.
On va vous dire, écoutez, si vous voulez faire un héritage, ça va vous coûter cher. Ma foi, on ne change rien à la donation. Vous poussez la donation. Donc, qu'est-ce qu'un cet impôt, donc, je propose donc, ce couplage donc, d'une surtaxe et des placements transactionnels par rapport à une augmentation standard des droits de succession. D'abord, vous n'avez pas les effets pervers, ce qu'on appelle les distorsions en économie. Par exemple, les effets fiscaux. Parce que vous offrez aux gens les moyens de contourner la surtaxe en donnant, consommant ou en investissant à long terme. Alors qu'une augmentation générale des droits de succession, la personne va essayer de dire je pars en Belgique. Quoi. Bon, voilà. Et puis, deuxièmement, et ça, il faut bien insister, c'est un impôt plus juste. Qui c'est qui va payer l'impôt? Ben, ceux qui font rien. Ceux qui ne préparent pas suffisamment à l'avance la transmission de leurs biens à leurs enfants, ceux qui ne s'intéressent pas, qui sont égoïstes, ou ceux qui sont aussi qui sont myopes, donc égoïstes familialement, ou aussi bien égoïstes socialement, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas du tout envie d'investir pour le pays et tout ça, de faire des dons caritatifs, ça ne s'intéressent pas. Bon, c'est ceux-là qui vont être frappés. Donc il y a un aspect, je sais, un peu paternaliste, mais disons voire moral. Ceux qui sont taxés le méritent, entre guillemets. D'accord. Voilà. Donc c'est ça l'avantage du système. Alors, comme je disais à un moment donné, quand j'ai proposé ça, au départ, les gens disaient un nouvel impôt. Mais pour le moment, j'ai dit un silence poli. Donc, les gens commencent à réfléchir qu'effectivement, en particulier les gens qui disent bah oui, il faudrait investir dans le long terme et tout ça. Le seul candidat, c'est l'épargne des ménages. Donc, en particulier pour les libéraux, on ne va pas leur piquer leur argent, mais il faudrait donc une incitation de ce type-là. Vous prenez dans le même sens, votre idée, elle résonne comment? Elle est acceptée comment? Elle en est où? Elle est diffusée? Elle est diffusée comment? Les gens Elle l'acceptent? commence très doucement à être diffusée parce qu'il n'y a pas tellement d'autres solutions. L'autre solution, c'est l'impôt sur la fortune, mettons qu'il n'est même pas passé aux États-Unis. Et puis, si vous voulez, c'est Bruno Le Maire. Bruno Le Maire, il dit aux épargnants, il faut absolument que vous investissiez dans le long terme, voilà, votre épargne retraite et tout ça. Mais ça, c'est bien, sauf ceux qui ont l'épargne, c'est les retraités. Donc, la vulgate financière des professionnels. Et c'est de ne pas le dire. Il dit non, non, après 50 ans, ça ne vous intéresse pas. Vous trouvez les clients jeunes qui investissent et tout. Il n'y en a pas. C'est les retraités qui ont le patrimoine financier. Ça n'intéresse pas les professionnels, mais c'est eux qui l'ont. Et donc, ils ne feront rien si on ne les pousse pas. Il faut que l'État fasse quelque chose, il faut qu'il y ait une réforme. Je vous donne quand même un exemple simple. J'espère pas l'avoir dit la dernière fois. Le livret de caisse d'épargne, le livret d'épargne, le livret A, rapporte 0,5%. Donc, ça a été dit par le gouvernement, sans doute le gouvernement d'avant, qu'on ne baisserait pas en dessous de 0,5%. À l'époque, ça rappelait 1 ou 2%. Ça y est, ils sont planchés. Il est difficile qu'un livret A rapporte négatif. Donc, ils ne peuvent pas baisser. Ils ont vraiment fait le maximum. Les fonds en euros, c'est pareil. Qu'est-ce qui se passe? Avant le Covid, le livret A et les fonds en euros se portaient très bien. Depuis le Covid, ça monte. Ça monte. Les seniors placent de plus en plus là-dedans. Et leur épargne augmente, ça n'arrête pas. Et donc, Bruno Le Maire est de plus en plus énervé, puisqu'il voudrait, comme la vulgate financière, que les seniors investissent, enfin les ménages. Les ménages, ce ne sera pas les jeunes qui sont dans le logement, ils ne vont pas investir dans le long terme dans leur rapport personnel. Donc, ce seraient les seniors qui devraient le faire. Donc, il parle de loi. Hein? Pour le moment, c'est les seniors qui ont l'argent et ça va se reproduire par héritage et par plus-value d'actifs. Donc, ça ne va pas du tout. Donc, il faut s'adresser à eux, aux seniors aisés, et voir ce qu'on peut leur demander, étant donné que pour le moment, si vous dites non, mais ce qu'il faut, c'est que les produits risqués aient un rendement meilleur. Attendez, les produits relativement sûrs, ce qu'on appelle les paris réglementés, c'est au plancher. Donc, il faudrait des rendements sur les actions extrêmement élevés pour que les seniors bougent. Il faut leur donner 10-15% sur les actions. Et ils ne sont pas actionnaires des grandes boîtes qui, effectivement, demandent des dividendes qui correspondent à 10-15% de leur actif. Donc, ce n'est pas possible. Donc, le seul levier que vous avez à faire autrement, c'est pour les seniors, c'est sur les droits de succession. Alors, il y en a peut-être qui se moquent de leurs enfants, qui s'en moquent littéralement. Voilà, vous leur prendrez le patrimoine. Bon, très bien. Et puis d'autres, attendez, on est quand même dans les familles aisées. Donc, si certains enfants de familles aisées disent moi, j'ai pas de chance parce que mon père n'est pas altruiste, il n'a pas voulu faire de donation ou placer dans les placements transgénérationnels de long terme,
Oui, il y a une inégalité, il y a une iniquité entre enfants de familles aisées, entre, entre Et en, parenthèses, en fonction de ce que décident les parents, les grands-parents. les parents, grands-parents, pas pleurer. Pas pleurer. Ils sont enfants de familles aisées. La famille est toujours inégalitaire. Toujours inégalitaire. Là, c'est une inégalité entre familles aisées, au-delà des seuils d'exemption habituels, qui sont de 100 000 euros par enfant. C'est une inégalité, enfin une inéquité qui est décidée dans la famille, enfin par un membre de la famille. Voilà. Et évidemment, les enfants vont se comparer à d'autres familles qui sont comme leur propre famille, donc des familles aisées aussi que ça. On ne va pas se comparer avec la famille Après, il s'agira de convaincre les parents. Voilà, voilà. Oui. Alors justement, ça va se jouer comme ça. C'est effectivement, vous avez raison. Il est hors de question. Il y a beaucoup de réformes. Vous allez créer des discussions acharnées dans la famille. Hein. Oui, oui. Mais si vous voulez, oui, c'est possible. Mais si vous voulez beaucoup de réformes des droits de succession, escamotent la famille. On va faire comme ça. Alors, chez les économistes, il y a ceux qui disent on se moque de la famille. Bon, là c'est pas possible. Pas chez nous, pas avec le code civil. La famille, c'est important. Il va se passer des tas de choses si vous dites non, non, la transmission, on ne tiendra pas compte des liens familiaux. C'est pas possible. Et l'autre solution, c'est de dire ah bon, on peut rien faire parce que toucher à l'héritage, c'est comme toucher à la famille. Alors, on fait rien. Il y a ceux qui disent on va faire semblant que la famille n'existe pas. Ça marche pas. Et il y a ceux qui disent ben non, non, la famille, on peut pas, la famille, on peut pas, donc on fait rien. Super. Et là, moi, je vous raconte une situation patrimoniale qui va être comme une chape au-dessus de nos têtes. Elle va continuer. Inégale et tout, avec le patrimoine possédé par les plus de 60 ans de manière très inégale entre les seniors aisés et les autres. C'est très mauvais, investi. Donc, si vous voulez, après le Covid, un effort partagé entre générations pour remonter la pente, la remise au niveau du pays, etc., il faut ce type de mesures. Super. Et donc, moi, je ne prends pas aux seniors aisés. Super. Je leur dis, voilà le deal. Une conclusion à l'émission, si vous pouvez faire une petite conclusion. Alors, cette conclusion, il ne faut pas voir ça comme moi, je propose un changement des droits de succession et d'autres proposent un impôt sur le capital. Ce n'est pas ça. On peut combiner les deux, à condition qu'ils aient des cibles très différentes. Si vous voulez, moi, je commence à taxer davantage. C'est les successions en ligne directe, donc à peu près 10% de successions en ligne directe qui payent des impôts. 1% en tout, mais il y a ceux qui ne sont pas en ligne directe, là, on paye beaucoup plus d'impôts. Et donc, sur ces 10%, j'augmente les impôts. Donc, si vous voulez, c'est assez large. Rien n'empêche de dire qu'à côté, les marchés des capitaux fonctionnent mal, la propriété fonctionne mal, et qu'il faut donc empêcher la constitution de monopoles, genre l'équivalent des GAFA, tout ça, etc., qu'il faut éviter l'acquisition sélective de concurrents potentiels quand ils sont encore petits, et qu'il faut donc des marchés plus compétitifs, mieux faits, et puis que pour les très riches, ou du moins un seuil élevé, vous ayez un impôt sur le capital. Parce que là, il faut que chez les très riches, ce n'est pas possible. Vous avez un bouquin sur l'Amérique de Saez et Zuckman qui montre qu'il fallait un impôt sur le capital. D'ailleurs, Sanders et Warren se sont imprégnés de ça. On a bien vu que Biden ne peut pas reprendre ça, c'est considéré comme trop à gauche. Mais en fait, aux États-Unis, on voit bien que pour éviter une plutocratie, c'est-à-dire le pouvoir des riches, qu'on voit y compris maintenant dans les élections, puisque maintenant, si vous n'êtes pas très riche, vous ne pouvez pas candidater. Et donc, vous avez ce problème-là. Donc, on peut combiner pour les très riches un impôt sur le capital ou la fortune annuelle, avec donc un niveau plus large et un peu différent. Là, les deux impôts, il ne faut pas faire une avalanche d'impôts sur les riches qui se recoupent et tout et qui leur tapent dessus en permanence. Il faut des impôts qui aient des fonctions et qui soient fonction de certaines capacités contributives. Donc, on aurait un héritage qui toucherait les gens aisés et riches, et on aurait les droits de succession, alors que sur l'impôt sur la fortune, on ne toucherait que vraiment les gens vraiment riches. Là, il y aura un problème du fait que, bon, on ne peut pas continuer comme ça. Super. Voilà. Autrement, ce qu'on peut faire, et puis je termine là-dessus, une phrase. C'est les impôts exceptionnels qui jouent une fois. C'est une toute autre histoire. Ah oui. Une toute autre histoire parce qu'il faut être sûr que les gens croient que cet impôt est exceptionnel, crédible, totalement crédible, et pas qu'une tacite reconduction de l'impôt, contrairement à ce qu'on n'avait pas eu. Et là, si vous faites un impôt exceptionnel, vous avez des libertés de manœuvre.
pouvez faire quelque chose de plus dur en disant je ne remets pas en cause la structure sociale parce que ça va s'arrêter. Je le fais que maintenant parce qu'à cause du Covid, par exemple, là j'ai vraiment besoin d'une sortie. Donc à moi, on va me demander 10 000 euros. On dit on vous demande 10 000 euros, mais c'est une fois. Et de toute façon, ça va être inscrit dans la Constitution, je ne sais pas comment. On ne pourra pas vous demander une deuxième fois. D'accord, On super. vous demande 10 000 euros. Bon, et évidemment, aux riches, on demandera beaucoup plus, mais c'est qu'une fois. Ça a eu lieu. Hein. La France, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale en 1945, il y a eu un impôt comme ça très fort. On peut aussi décider que les grosses retraites, pendant 3 ans, payent un impôt plus fort. Et c'est 3 ans. Et là, si vous pouvez faire des tas de choses un peu innovantes, parce que ça ne dure pas. Mais il faut la confiance, il faut des institutions qui tiennent vraiment le coup et qui vous garantissent qu'il n'y a pas un changement politique et on recommence. Il faut que ce soit bien bloqué. D'accord. Voilà, ça, c'est possible aussi. Super, merci, merci. Merci André Masson. Je rappelle, Bon, merci, vous êtes directeur de recherche émérite au CNRS, notamment. Merci beaucoup. notamment.